On va enchaîner avec Mathia qui est fort au moulin aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir en plus accepté de faire une presse. Alors, en attendant, oui, alors la présentation que tu as faite, donc c'est sur Apache Sedona, cela fait suite en fait au petit groupe de travail de deux personnes qu'on a fait à l'IGN où justement on était en train d'essayer d'explorer les solutions pour traiter l'image de point linéaire avec Apache Spark. Bon, alors on n'est pas du tout sur une présentation aussi aboutie que ce qu'on a vu tout à l'heure. La journée, là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer ce qu'on avait exploré avec Laurent au cours de l'année. Les différentes choses qu'on avait explorées, pourquoi on s'est posé ces questions-là, quelles sont les conclusions auxquelles on a abouti. Mais ce n'est pas un produit fini, ce n'est pas un travail scientifique. Donc, j'espère que vous serez un peu indulgents. L'idée de base, en fait, c'est qu'on a commencé à travailler avec Laurent sur ces questions-là, en arrivant chacun de notre côté avec un passif un peu différent. Donc, Laurent, toi, tu avais déjà l'expérience sur l'algorithme de triangulation de données qu'on a vu tout à l'heure. Et moi, je suis arrivé parce que je me suis retrouvé à travailler sur les données d'ITA, à l'altimétrie d'IGN. Et il y a quelque chose qui m'a assez rapidement interpellé, c'est que la manière dont on traite ces données en interne, on va avoir un processus où on va faire un traitement dalle par dalle. C'est ce que nous a montré Valentin ce matin. On a un ensemble de dalles d'ITAR, on a un processus et on va l'appliquer de manière successive sur chacune de ces dalles jusqu'à les transformer, ça peut être les classifier, les rasteriser, faire toutes les transformations qu'on connaît et jusqu'à aboutir à un truc fini. Et moi, ce qui m'a interpellé dans cette manière de faire, alors c'est pas que c'est illogique ou pas performant, c'est juste que la manière dont on traite les données, elle est totalement orthogonale à la manière dont on va les acquérir. Il n'y a pas vraiment de logique, il n'y a pas vraiment de logique métier dans cette manière de traiter les fichiers LIDAR dalle par dalle, contrairement à ce qu'on pourrait avoir sur une ortho, où bah, là on a des clichés, on a des photographies aériennes, et donc c'est un peu plus logique de les traiter fichier par fichier. Par contre, quand on fait une acquisition LIDAR, ce qu'on va avoir, c'est des bandes LIDAR. Alors là, c'est ce que j'ai mis pour illustrer. On a un chantier LIDAR HD à droite et la même zone à la même échelle à gauche, en ortho. Et en fait, on voit que l'emprise des fichiers, elle n'est pas du tout la même. En LIDAR, on a des bandes de vol. Donc, en sortie de l'avion, on va avoir des longues bandes de 60 km de long sur 5 de large, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'en ortho, on va avoir un ensemble de dalles avec un fort recouvrement. Donc là, elles ont l'air d'où cet effet en lame de parquet. En fait, il y a un très fort recouvrement entre elles. Et du coup, tout ça pour dire que moi, ce qui m'avait interpellé, c'est le fait qu'on produit les données par bande, mais en fait, on va les traiter dalle par dalle, indépendamment de la manière dont elles sont acquises. Et alors, ce processus, il a plein d'avantages. Il est assez simple, il est assez facile à mettre en œuvre, et en fait, on peut même le mettre en œuvre et le distribuer assez facilement. Il suffit de définir un exécutable et de l'appliquer itérativement sur un ensemble de fichiers. On peut le distribuer sur plusieurs machines, y compris à la main, donc en distribuant les boucles et en distribuant les fichiers manuellement entre les différentes choses. Il y a des outils qui permettent de le faire, comme GNU Parallel qui permettent de le faire rapidement, des brokers, des schedulers qui permettent de le faire à grande échelle. Mais ce type de traitement, il a quand même certaines problématiques, notamment quand on traite les données spatiales. La principale, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est sujet aux effets de port. Lorsqu'on va faire certaines opérations sur des nuages de points, LIDAR, notamment la rasterisation, on va avoir envie de connaître, on va avoir besoin en fait de la valeur des voisins pour faire notre traitement. Là, c'est l'exemple que j'ai mis ici. On a un ensemble de dalles, donc il y en a que 9. On veut les rasteriser. Et pour les rasteriser, donc, on va utiliser un interpolateur type triangulation de données ou plus proche voisin. Il y a plein de solutions. Et en bordure de dalle, on va avoir des points qui ne vont pas avoir de voisins, puisque leurs voisins ils sont situés dans un autre fichier. Et donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on fait actuellement en production, on l'a vu dans la présentation de Valentin ce matin, c'est qu'en fait, on va constituer des espèces de métafichiers qui vont prendre un bout du fichier, des fichiers adjacents. On va calculer notre opération, notre interpolation sur ces fichiers-là, et ensuite on va les cropper pour retourner aux limites initiales. Et du coup, le problème que ça pose, c'est qu'à la base, on a quelque chose qui est censé être relativement simple. On a des fichiers, on exécute une opération sur chacun de ces fichiers, et c'est censé être indépendant. Et en fait, on se retrouve très rapidement à avoir un truc qui est plus compliqué, puisqu'en fait, il va falloir mixer les fichiers, il va falloir les fusionner, les découper. Et donc, ça pose certains problèmes,
et en fait surtout un problème intellectuel qui est qu'on a une fausse simplicité et qu'il y a peut-être des manières de faire mieux. Et une des manières de faire mieux, bah, c'est de changer de paradigme, donc de ne plus faire un traitement par l'eau, mais d'utiliser une autre solution, par exemple le paradigme MapReduce. Alors, du coup, le paradigme MapReduce, c'est quelque chose c'est un peu la logique de calcul qu'il y a derrière un framework comme Spark, on va parler toute la journée. Et l'idée, elle est assez simple. Alors, je fais très rapidement, je ne suis pas du tout un expert du paradigme, vous m'excuserez de cette approximation. Mais on va avoir une grammaire qui est composée de deux grandes familles de traitements, les traitements de type map et les traitements de type reduce. L'idée, c'est qu'on va prendre nos données en entrée. Alors, ça peut être des fichiers, ça peut être n'importe quel type de fichier, ça peut être des fichiers géographiques, des exemples, enfin des fichiers texte, comme je vais le montrer dans l'exemple tout à l'heure, et on va appliquer un certain nombre d'opérations dessus. Ces opérations, on va les faire, on va pouvoir les paralléliser soit sur plusieurs cœurs, soit sur plusieurs machines, voire sur plusieurs cœurs de plusieurs machines. Et ensuite, on va réduire les résultats on va combiner les résultats de cette opération map, on va les fusionner de manière à avoir un fichier de sortie. L'exemple, un peu le Hello World du paradigme MapReduce, c'est compter les mots dans un fichier de texte. Pour l'illustrer, on a un fichier qui va contenir 3 lignes avec des mots dedans, et ce qu'on veut, c'est compter le nombre d'occurrences de chacun de ces mots dans le fichier de base. Alors là, on a 3 lignes, mais il faut imaginer que le fichier contient des dizaines et des centaines de milliards de lignes, et donc que ça serait extrêmement coûteux, voire impossible de le faire sur une seule machine. Ce qu'on va faire quand on va vouloir faire cette opération avec le paradigme MapReduce, c'est qu'on va prendre nos données initiales, on va les expliquer de manière à les répartir sur les différentes machines. Ensuite, l'opération map, pour cet exemple-là, c'est attribuer une valeur à chaque occurrence d'un mot. Pour chacun des items qui apparaît, on va lui donner une valeur 1. Et ensuite, il y a une autre opération qu'on ne voyait pas dans la figure précédente, qui est le shuffling. Ça veut dire c'est qu'on va répartir les données entre les différents nœuds de manière à ce que chaque nœud calcule et toutes les données qui concernent, qui ont la même clé. Alors, dans le cas où c'est réparti aléatoirement et qu'il n'y a pas de structure particulière dans les données, c'est pas forcément très coûteux, mais on imagine bien que dans le cas où il y a beaucoup de données à transférer de machine à machine, ça peut être une opération qui est rapidement très coûteuse. Ensuite vient l'opération du reduce, donc là, on va réduire l'information. Dans ce cas-là, on va faire la somme des valeurs. Et ensuite, on fusionne les résultats pour aboutir à une sortie. On a bien un dénombrement de tous les mots du fichier initial. Les avantages et les inconvénients de ce paradigme-là, d'une part, c'est que la parallélisation est transparente. Les opérations de map, de reduce, de distribution entre les différents nœuds du cluster, elles sont totalement transparentes pour l'utilisateur. L'utilisateur définit ses opérations de traitement, il définit son algorithme, mais il n'a pas à s'occuper de la répartition de l'information entre les différentes machines, du rapatriement de cette information entre ces différentes machines. Donc la parallélisation est totalement transparente pour lui. L'autre avantage, c'est que c'est fortement scalable. Il suffit d'augmenter soit le nombre de processeurs sur une seule machine, soit le nombre de machines si on est sur un cluster, pour pouvoir monter à l'échelle et pour pouvoir traiter 10 fois plus, 100 fois plus de données. Les limites qui se présentent encore plus quand on fait du traitement de données spatiales, ça va être d'une part que le shuffling, donc la répartition des informations entre les différentes machines, elle peut être très coûteuse, encore plus quand on traite de la donnée spatiale, et que tous les algorithmes ne sont pas forcément faciles à exprimer, à paralyser, et donc à exprimer avec ce processus, avec ce paradigme. C'est ce qu'on a vu dans la présentation de Mathieu ce matin. Je crois que quand on veut faire de la triangulation de données parallèles, c'est vite compliqué. Et du coup, bon, le paradigme MapReduce, c'est un paradigme théorique, et il en existe plusieurs implémentations, dont l'une est Apache Spark. Alors, Apache Spark, c'est pas la première implémentation du MapReduce, c'est pas non plus quelque chose qui fait que du MapReduce, mais globalement, je vais parler que de Spark ici. Donc, les caractéristiques, c'est que déjà dans Spark, on va avoir plus que les simples opérations MapReduce, on va avoir une grammaire qui est plus riche et qui permet de faire plus de choses, ou plutôt d'exprimer plus facilement des choses en utilisant que les fonctions MapReduce. C'est un projet donc, qui est développé depuis 2014, qui est écrit en Scala, qui est soutenu par la fondation Apache. Donc, c'est un logiciel libre qui est distribué sous licence Apache, du coup, et qui est très développé. C'est un des logiciels principaux de cette fondation-là. Il a de nombreux API, donc c'est vraiment un projet qui est énorme. Il est écrit en Scala, donc l'API de base elle est en Scala. On peut également travailler avec en Java, mais il y a aussi une API Python qui s'appelle PySpark, une API R et même une API SQL. Donc on peut traiter directement les données à l'intérieur avec une syntaxe SQL.
Et il y a plein de bibliothèques annexes, donc certaines font partie enfin, elles font pas partie du cœur, mais elles font partie du projet, comme MLib, qui est une bibliothèque d'apprentissage ou graphique, ce qui permet de traiter des données graphiques, enfin des données, pardon, des graphes. Donc c'est vraiment un écosystème qui est très riche. En plus, c'est une solution technique qui est très fortement liée à l'écosystème Hadoop. Je le disais tout à l'heure, Spark, c'est pas le premier framework à intégrer le paradigme MapReduce. En fait, avant, il y a eu Hadoop, qui est aussi un projet de la Fondation Apache, qui est écrit en Java, lui, qui est aussi un projet libre, et qui, lui, pour le coup, fait que du MapReduce, mais a le bon goût de venir avec plein d'autres, un gros écosystème qui est utilisé par Spark. Notamment, bah, il y a le HDFS. Alors, le HDFS, c'est le Hadoop Distributed File System. C'est un système de fichiers comme le ZFS, le NTFS, le BRTFS, par exemple. Mais sa particularité, c'est qu'il est conçu pour être distribué sur un ensemble de machines. Euh, il est capable de transférer, donc de répartir les fichiers sur différents nœuds de stockage, en gérant les redondances, en faisant en sorte que les données soient résilientes. Donc si on perd un ou plusieurs nœuds, on est capable de reconstituer le fichier. Et on va s'en servir dans Spark pour distribuer nos données, donc nos données massives, sur l'ensemble des nœuds qui vont servir à faire le calcul. Donc si on a un chantier leader à traiter qui fait 100 Tera et qu'on n'a pas une machine, on n'a pas de serveur qui a 100 Tera de stockage, eh ben, c'est pas grave, il suffit d'avoir 10 machines qui ont 10 Tera et on peut répartir l'information sur ces différentes machines. Enfin, il faut un peu plus pour la redondance, mais on peut répartir l'information. On n'est pas obligé de tout stocker sur une seule machine. Également, il est fortement lié à l'écosystème Hadoop, donc on peut lire et écrire nativement dans plein de fichiers qui sont portés par la fondation Apache et qui sont très liés à Hadoop. Donc Apache Parquet, dont on commence à entendre parler beaucoup dans la communauté géomatique avec le développement de la norme OGC GeoParquet, qui est une extension du Parquet. Apache Avro, Apache OAC, donc ça c'est des fichiers, c'est des types de formats qui sont très connus, qui sont très utilisés dans l'écosystème Hadoop, en géomatique. Et aussi, il y a beaucoup de liens avec les autres projets qui sont gérés par la fondation Apache, donc Apache HBase, on en a parlé ce matin, Julien en a parlé ce matin, donc qui est une base de données NoSQL qui est également distribuée, Apache Airflow, dont on n'a pas parlé, qui est un gestionnaire de flux de travail. Il y a beaucoup de choses, et donc c'est l'intérêt de cet écosystème, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Un exemple de script Spark, c'est le MapReduce. C'est l'opération du MapReduce dont je parlais tout à l'heure. Quand on fait du Spark et qu'on utilise l'API Scala, c'est comme ça qu'on va faire. Il y a juste une chose, c'est cet objet-là, donc le sc.textfile. En fait, le sc, c'est un objet Scala qu'on appelle le Spark Context et qui stocke toutes les informations, enfin qui va s'occuper de distribuer les traitements sur le cluster. Donc là, j'ai pas mis la définition, mais en fait, il est soit défini par défaut quand on lance un cluster, soit on peut le créer. Et il va y avoir plein de méthodes qui sont associées, et notamment une méthode pour lire un fichier texte. Et on voit que l'URI du fichier commence par un HDFS, c'est juste qu'on va lire le fichier sur un cluster sur un système de fichiers HDFS, donc il peut être réparti sur une dizaine de machines. On lit le fichier, et ensuite vient vraiment l'opération du MapReduce. On va découper notre fichier en fonction des espaces pour le séparer entre différentes machines sur le résultat de cette opération-là. Donc, on reconnaît ici le paradigme fonctionnel où on a tendance à coller des méthodes les unes à la suite des autres pour traiter itérativement les choses. On fait un map, donc on transforme chaque mot en un tuple qui contient un mot et la valeur 1. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on mettait un 1 à côté de chaque clé. Et ensuite, reduce par carré, on va faire un regroupement et pour chacune des valeurs numériques, on va regrouper, on va en faire la somme. Et du coup, en sortie, on peut écrire le fichier et on peut pareil l'écrire sur un HDFS. Alors, là, bon, c'est juste le hello world qui est fourni dans la documentation de Spark, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à noter. D'une part, c'est que Scala, ça gère le lazy programming, et donc toutes les opérations qu'on voit ici, en fait, elles sont exécutées lorsqu'elles sont nécessaires. On définit le traitement, le word count qu'on définit avec le MapReduce, en fait, il va être exécuté uniquement à partir du moment où on va en avoir besoin. Et si on en a besoin à partir du moment où on veut écrire le fichier. Donc ça permet de... Enfin, c'est quelque chose à savoir, on effectue les calculs que lorsqu'on en a réellement besoin. En l'occurrence, là, c'est pour le décrit. Bon, Spark, c'est bien, mais c'est un gros problème pour nous utilisant de la géomatique, c'est que ça ne gère pas les données spatiales.
Il n'y a pas de type géométrique qui sont inclus, donc on ne peut pas créer de points, on ne peut pas créer de lignes, on ne peut pas créer de multipoints, ou de multipolygones, enfin tous ces types-là. Il n'y a pas de fonction spatiale, on ne peut pas calculer des distances, à moins de recoder sur la fonction distance, on ne peut pas calculer des enveloppes convexes, des moving box, des distances 3D, etc. Et également, il n'y a pas d'indexation spatiale, ce qui peut poser problème quand on va vouloir faire des calculs un peu massifs, notamment sur les données LIDAR. Sedona, c'est une extension de Spark qui ajoute toutes ces choses-là. Alors, c'est un projet qui est aussi lié à la Fondation Apache, sauf qu'il n'est pas hébergé par la Fondation Apache, il est incubé, c'est-à-dire que la Fondation Apache est un incubateur où elle va proposer à des projets prometteurs, mais assez jeunes, une incubation, un support de développeurs, un support technique, un support logistique. Sedona s'est développé depuis 2016, avant ça s'appelait Geospark, et c'est écrit en Java et en Scala. Il y a une chose importante à retenir sur Sedona, on va en reparler tout à l'heure, c'est que c'est basé sur la JTS. Alors, la JTS, c'est la Java Topology, je crois que c'est la Java Topology Suite. Et en gros, c'est une bibliothèque Java qui gère des opérations géométriques. Les intersections, les unions, tout ce genre d'opérations qu'on est habitué à manipuler, en fait, elles sont gérées par la JTS directement. Et donc, ce que Sedona ajoute à Spark, c'est les types du modèle Simple Feature. Donc, le modèle Simple Feature, c'est le modèle du logiciel qui définit les types points, multipolygones, toutes ces choses-là. Les prédicats SQL du même modèle, donc c'est les prédicats qu'on va retrouver dans PostGIS, le ST Union, le ST Disjoint, le ST Relate, enfin, toutes ces choses-là sont normalisées par le modèle Simple Feature de l'OGC et elles sont implémentées dans Spark, enfin dans Spark avec ces données. Et ensuite, on a l'import et l'export de données, de certains types de données spatiales, notamment le shapefile, le TIFF, et c'est une des rares implémentations de GeoParquet qui existe pour le moment. Et également, autre chose très intéressante, c'est que Sedona va rajouter l'indexation et la répartition spatiale. C'est-à-dire qu'il va être en mesure d'indexer les données en gardant en tête qu'on travaille sur un cluster et donc qu'on n'a pas un index à un seul endroit, qu'il va falloir être en mesure de distribuer l'index entre les différents clusters. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Et j'ai pas mis la légende à jour, mais bon. Ce que fait aussi Sedona, c'est qu'il va s'occuper de la répartition de la donnée. Donc, on l'a vu tout à l'heure, quand on charge des données dans un cluster, pour pouvoir les traiter de manière parallélisée, il va falloir répartir la donnée à traiter sur les différents noms. Quand on a des données qui ne sont pas liées, ça ne pose pas forcément de problème. On peut faire la répartition soit aléatoirement, soit en veillant à ce qu'elle soit à peu près homogène entre les différents clusters. Par contre, quand on a la donnée spatiale, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi ça? Parce que quand on veut traiter de la donnée spatiale, on a très souvent besoin de traiter en fait de traiter les individus voisins du point ou de la polygone qu'on va traiter. C'est un peu ce qu'il y a derrière la première loi de Kepler, donc la première loi de la géographie. Tout est lié, mais les choses proches sont plus liées que les choses éloignées. Donc en fait, les voisins proches comptent plus que les voisins éloignés. Et donc, quand on veut faire des traitements géographiques et géométriques, on va avoir tendance à toujours avoir besoin des voisins les plus proches. Le problème que ça pose, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que les voisins proches soient répartis soit sur la même machine, sinon on va être obligé de faire du shuffling, et ça va coûter cher puisqu'il va falloir transférer beaucoup de données à travers le réseau. La solution que propose ces données là-dessus, c'est de se baser sur... Alors ça, c'est une figure qui est issue d'une de leurs publications, qu'on retrouve aussi sur leur site. C'est qu'ils vont se baser sur des grilles, donc sur des index spatiaux, pour répartir l'information entre les différents données. Et en fonction de comment on fait cette répartition-là, ça va être plus ou moins efficace. Et ici, on a un exemple du coup d'un Hello World en Sedona, alors qui cette fois-ci n'utilise pas directement l'API, est en Scala, mais utilise l'API SQL, c'est pour montrer qu'on peut le faire directement. On lit un fichier Parquet, donc qu'on imagine contenir des tables guitare. On utilise la méthode CreateMView en fait, qui permet de créer une table SQL associée à ce data frame-là. Et ensuite, on peut faire une requête SQL dedans. Cette requête SQL, alors on pourrait la faire en Spark normal, mais on n'aurait pas accès au type stPoint qui peut être apporté par Apache Sedona. Donc c'est une fonction qui sert à définir un point à 3 dimensions qui est proposé par l'OGC et qui est implémenté par Sedona. Et ensuite, on fait juste la transformation, on l'écrit dans un fichier, cette fois-ci au format GeoParquet. Et en fait, du coup, ce qu'on fait là, c'est juste qu'on va lire un fichier Parquet qui va contenir 3 champs flottants, et on va le transformer en un fichier GeoParquet qui va contenir un champ point. Et évidemment, on peut faire des choses qui sont un peu plus sophistiquées. Donc cette fois-ci, avec l'API Scala, on reprend notre push,
on le transforme en un spatial RDD, donc c'est un type interne à Spark, qui est un peu différent du data frame. Donc, on crée un spatial RDD point. Donc, le spatial RDD est une source de données qui est répartie entre différents nœuds, mais c'est fait de manière transparente pour l'utilisateur. Et ensuite, dans les 2 lignes en dessous, on va lui dire comment on va répartir en fait cette information-là sur les différentes machines. C'est le spatial partitioning. En fait, on utilise une grille de type cadétrique pour répartir l'information sur les différentes machines. Tu vas te baser sur cette forme, sur cette structure-là pour répartir l'information. Ensuite, on crée l'index. Et la suite du code, c'est on va définir un nouvel objet, donc qui est juste un point. Et dans la dernière ligne, celle qui est intéressante, on va récupérer les 20 plus proches voisins de ce point à partir de la structure SRDD qu'on voit tout à l'heure. Et du coup, ça permet de récupérer les 20 plus proches voisins d'un point de manière distribuée sur un cluster. C'est pas fait sur un seul processeur, c'est fait sur un ensemble de machines. Alors, tout ça, c'est bien beau et c'est très intéressant, mais en fait, le problème, c'est que quand on veut faire des données, quand on veut traiter ça avec des données lidar, on va se heurter à plein de problèmes. Le problème majeur, en fait, c'est que le choix technique qui a été fait dans ces données, bon, je parlais tout à l'heure, un des choix techniques qui a été fait, c'est d'utiliser la JTS et GO2. Et en fait, la particularité de la JTS, c'est que c'est une bibliothèque de traitement des géométries, mais qui est basée, qui fonctionne uniquement en 2D. Alors, elle est capable de manipuler des géométries 3D, on peut créer des points 3D, on peut même créer des points en 4D, mais les dimensions 2, 3 et 4, en fait, c'est un peu des dimensions de seconde zone, dans le sens où on peut pas les indexer, on ne peut pas faire d'opérations complexes dessus, et en fait, c'est plutôt un traitement de géométrie qui est en 2,5D, et pas un traitement de géométrie qui est en 3D. Et du coup, quand on va vouloir traiter des nuages de points qui, eux, non seulement sont en 3D, mais en plus, il va y avoir une très grande variabilité du Z, eh ben, ça va poser pas mal de problèmes. En plus, tous les algorithmes un peu spécifiques de traitement des données 3D, par exemple, la triangulation de données 3D qui permettrait de constituer des mèches, 3D, comme on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas disponibles. En fait, ces données, c'est vraiment une bibliothèque qui a été conçue pour traiter la donnée vectorielle 2D massive, comme des positions Alors, les gros utilisateurs, ça va être les opérateurs de taxi qui vont avoir plein de points GPS à traiter sur un ensemble de véhicules. Donc, c'est de la donnée massive qui peut être en temps réel, mais c'est de la donnée 2D. Donc, c'est pas du tout adapté au traitement des données lidar, qui sont encore plus denses et surtout qui sont fondamentalement des données 3D. Donc, c'est ce que je dis. En fait, ces données, c'est très utile pour les données vectorielles. Mais dès qu'on veut attaquer du nuage de points, ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, c'est un peu la conclusion de la journée, enfin, pas de la journée, mais de nos réflexions avec Laurent, c'est que, alors Spark, c'est très bien, mais quand on veut faire du traitement pour le traitement lidar, c'est pas encore au point. Alors, il existe d'autres approches qui ont été explorées, notamment Spark 3D. Donc, j'espère que Julien, tu te vexeras pas si je dis que c'est peu actif en ce moment. Qui justement est né de ce même constat, celui qu'on pouvait pas, qu'on pouvait faire des choses avec ces données, mais qu'en fait pour de l'information 3D c'était pas suffisant. Et ce qui est assez dommage, c'est que on constate, enfin moi j'ai l'impression que la communauté lidar, surtout lidar géomatique, elle est de plus en plus active, notamment avec les initiatives qui sont poussées par WOOC, donc qui est l'entreprise qui va développer Pedal, Entwine, qui a poussé la norme du COPC, et l'Ultra Consulting, qui est la boîte qui a fait toutes les implémentations LIDAR dans QGIS. Donc il y a quand même quelque chose qui se dynamise, mais c'est pas du tout lié à ces questions-là. En fait. J'avais eu l'occasion de poser poser la question à quelqu'un debout et il disait ce monde-là, en fait, lui parlait pas du tout. Il savait que ça existait, mais il ne connaissait pas l'utilisation de pédales combinées avec ces choses-là. Donc c'est quand même, la frontière est encore très épaisse entre le big data, la communauté Hadoop Spark et la communauté lidar. Et c'est vrai que des choses comme ces données, ça bloque un peu, parce qu'en fait, il faudrait reprendre quelque chose, il faudrait redescendre très bas dans la logique du code pour arriver à faire ce. Et du coup, oui, est-ce que l'avenir, ce ne serait pas un Sedona avec un backend SIGAL pour faire des traitements géométriques? Ça, c'est une question ouverte, mais ça pose le problème que ça pose, en fait, c'est que les bibliothèques qu'on a l'habitude d'utiliser en géomatique, donc que ce soit la JTS ou GEOS, qui importe la JTS en C++, qui est derrière l'OGR et GTAB,
En fait, c'est des bibliothèques qui sont foncièrement 2D, et donc quand on va traiter des données LIDAR et qu'on va vouloir faire des choses un peu sophistiquées avec du LIDAR, des mèches, des choses comme ça, on va vite se heurter à ces limites-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de monde travaille avec SIGAL, et qu'il y avait eu d'ailleurs la proposition de SF SIGAL qui avait été développée, il me semble, en partenariat avec Mathieu, tu avais travaillé dessus, non, un peu? Ah oui, c'était Genocendia qui était une espèce de, enfin, une manière de manipuler des géométries, mais du coup, avec un système de projection associé dans SIGAL. Et voilà. Du coup, pour conclure, moi je trouve que le paradigmatic reuse et son implémentation dans Spark, c'est quand même hyper intéressant pour traiter les données massives géographiques, notamment les données LIDAR, mais c'est aussi le cas pour les rasters massifs. Alors, il y a des solutions plus abouties qui existent pour le raster, notamment Geotree, j'en ai pas parlé ici. Par contre, le problème que ça pose, c'est qu'il n'y a pas de bibliothèque de manipulation de ces données-là qui soit adaptée. Ça pose des problèmes qui sont faciles à contourner, enfin assez faciles à contourner, comme le fait qu'on ne puisse pas importer le fichier LIDAR ou des choses comme ça. Et des problèmes qui sont plus compliqués, qui est que, en fait, on ne peut pas indexer de la donnée 3D ou faire des choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, mais pas sans un gros travail de R&D. Donc, il faut voir quelles sont les ambitions de développement portées dans le cadre des jumeaux numériques et des choses comme ça. Mais c'est typiquement le genre de technologie qui pourrait gagner à être explorée dans le cadre de projets qui sont encore plus ambitieux que le LIDAR. Et du coup, merci beaucoup d'avoir fait mes expériences. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions? Remarque pour dire que ça explique bien les idées pour les gens qui ne connaissent pas trop ces problématiques-là et que ça aurait fait une parfaite présentation d'introduction de la journée, plutôt que de la mettre à la fin. Voilà, c'était juste mon remarque pour dire ça. Merci beaucoup. C'est un peu narcissique de se mettre en keynote de la conf que tu organises. Du coup, je m'excuse platement parce que je pensais pas devoir introduire Spark et je me dis que ça aurait été une bonne chose. Donc, bon, j'aurais pu le faire ce matin aussi. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il existe, ou est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant de formuler une feuille de route de cette communauté LIDAR, justement, accessible quelque part, pour pouvoir porter ces demandes en fait d'une voie unique? Parce que moi, je sais que j'avais voilà, un questionnement quand j'avais fait Spark 3D, mais je sentais bien que j'étais dans mon coin. Quand j'ai rencontré Laurent et puis toi, je sentais bien qu'il y avait une volonté aussi, mais que voilà, tu as dit c'était un groupe de recherche de personnes. J'imagine qu'il existe d'autres voies en fait à droite à gauche, éparpillées. Je me dis que si c'est un besoin qui apparaît dans différentes communautés, écrire cette espèce de feuille de route à plusieurs mains, essayer de la porter ensuite vers les différents acteurs qui existent, pour savoir déjà si c'est intéressant ou se dire c'est un développement qui a planifié, je pense que ça serait quelque chose de très intéressant à faire. Ouais, je pense aussi que c'est une très bonne idée. Après, le problème que ça. Enfin, pas le problème, mais je pense que ce qui joue beaucoup, c'est que ce genre de données, pour y avoir accès, il faut être rattaché à une très grosse institution, ou il faut qu'une institution publique qui produise soit open data. Et du coup, j'ai l'impression qu'avant qu'on ait accès, avant le LIDAR HD, en fait, c'était quand même compliqué d'avoir. C'est aussi pour ça que la communauté est très jeune, c'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de données. Et du coup, oui, c'est peut-être le moment de pousser là-dessus. On ne pas faire que de la géométrique. Parce que De mon côté, j'ai l'impression que les planètes sont beaucoup plus alignées qu'il y a 4-5 ans, clairement. Que ce soit quand même Apache Sedona qui arrive à un peu sa maturité. Et moi, le nombre de personnes qui me demandent Laurent, comment on télécharge des dalles d'HD à l'IGN, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui entendent parler de projet. Je trouve que de se pencher sur la question aujourd'hui est pertinent, et que ce soit au niveau des utilisateurs ou des techniques, il y a 4-5 ans, où c'est lancé de se poser la question sur Spark 3D, nous à côté, et maintenant je pense qu'il y a beaucoup plus d'utilisation. Vraiment, ce serait une bonne chose, je trouve. Voilà pour nous. D'autres remarques? Ah, encore dans le chat. Non, donc, ah, Alors, c'est pas pour vouloir faire de l'auto-pro, mais est-ce que vous avez déjà
essayer est-ce que vous avez déjà envisagé BTK Paraview dans ces utilisations de données 3D? Notamment, on a un plugin qui intègre Sigal. Ok. Peut-être aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ouais. Non, pour le coup, non. Moi, j'utilise Paraview pour faire de la visu ou prototyper certains traitements. Mais j'ai jamais essayé de l'utiliser de manière distribuée. Et d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait un plugin Sigal, donc je vais regarder ça quand même avec avec intérêt parce que ouais, je veux bien. Pour le coup, c'est intéressant aussi. Je pense, on ne peut pas s'insister dessus, il y a Spark ajoute le paradigme lazy programming qui fait que dans certains cas, parce que Paraview, c'est du temps réel, il n'y a pas de lazy programming, il me semble, mais je pense que dans certains cas, Spark, nous on a dit que, c'est pas mal craché Spark, j'ai dit que ça ne marchait pas, mais on a quand même des résultats assez bluffants de la triangulation de données, de gros nuages de points, et le fait que Spark optimise vraiment tous les calculs sur cloud, à des moments ça va extrêmement vite, et je ne pense pas que une implémentation OpenMP dans certains cas marchera mieux, mais dans d'autres cas, Spark optimise vraiment bien les calculs, fait bien bouger les données, et je ne pense pas qu'il soit, pour rejoindre ce que disait Julien ce matin, je ne pense pas qu'on puisse le battre dans certains cas. Donc, dans certaines applications, où on a vraiment de gros jeux de données, là, il reste imbattable. Après, je trouve qu'en visu de nuages, il y a Paraview, ça marche bien, quoi. Oui, pour le business. Paraview et Cloud Compare, franchement, on fait pas mieux. Justement, c'est la question. En fait, c'était une question. Est-ce que vous êtes en contact avec Open Topography, les gens d'Open Topography? Je ne sais pas du tout s'ils s'intéressent à ces questions-là, mais vu qu'ils sont très moteurs dans le partage de grosses données, et justement, ils sont en lien avec Howard Butler. Non, je suis pas en lien avec eux, mais j'ai jamais vu des choses sortir à ce niveau-là, mais peut-être que oui, ça poserait peut-être le coup de prendre contact avec eux. Et Howard Butler, vous lui parlez souvent? Non. Non, mais on avait eu. Moi, oui. Alors... on avait eu l'occasion de lui parler. Il y avait un truc qui avait été organisé au sein de l'IGN, justement, pour les questions de normalisation, COPC et tout. Des gens, enfin, chacun venait un peu avec ses questions, et moi, c'était ces aspects-là qui m'intéressaient. Et aussi d'autres choses dont on n'a pas parlé, mais GeoWave, GeoMesa, HP, enfin, le stockage de données massives, les références, enfin, pour faire des références à nuages de points, des choses comme ça. Et je lui avais posé la question de s'il connaissait des gens qui avaient travaillé sur ces choses-là, si c'était un domaine qui était dynamique selon lui ou pas. Et il me disait qu'à sa connaissance, non, à part... alors, il me semble qu'il avait écrit un reader pour une base de données distribuée, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un reader un peu particulier dans Pedal qui permet de lire dans une base NoSQL. Mais il me disait qu'à part ça, il n'avait pas grand lien avec cette communauté-là. Mais je suis curieux de suivre les avancements s'il y a du nouveau. Moi, j'ai une question sur ton dernier slide. Quand tu parlais des autres approches, quand tu dis Sedona avec un backend Sigal, j'ai pas compris ce que ça veut dire. C'est utiliser la partie parallèle d'utilisation dans Sigal? Non, c'était plutôt la partie comme moteur géométrique en fait. Parce qu'en fait, ce qui pose problème, et c'est pour ça que je disais que c'est d'assez bas niveau, c'est que c'est le choix d'avoir utilisé la JTS qui fait qu'on pourra de toute façon pas indexer des données 3D, qu'on pourra pas traiter de la géométrie 3D à part en 2,5D. Et du coup, la solution Sigal, qui est d'ailleurs un peu ce qui a été fait dans PostGIS aussi, il me semble, parce qu'il y a un backend, enfin, tu peux changer de moteur géométrique dans PostGIS et utiliser Sigal, et du coup, ça permet de faire certaines opérations qui sont un peu plus poussées, et notamment un peu de 3D. Si je dis pas de bêtises, on peut faire du mesh et tout dans PostGIS en utilisant ce backend-là. Et c'était un peu cette idée-là, cette analogie. Ça revient à refaire Sedona ou modifier Sedona? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'il faudrait faire en fait. Mais je dis pas que c'est facile ou que je vais le faire. Juste qu'en fait, c'est le fond du problème selon moi. Ouais, je vais apporter une précision dessus. Donc, en fait, en théorie, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement faire un binding Sigal en Java. En théorie, c'est super facile. Mais le souci, c'est que Sigal s'est templété à mort pour que ce soit sérialisable. Parce que quand on a quelque chose qu'on veut transférer sur le cloud, il faut que ça passe d'un PC à l'autre, donc il faut que ça hérite de la classe sérialisable. Donc, dès qu'on commence à regarder ça, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à faire le binding C++
en Java, et que ça c'est super compliqué, ce qui nous permettrait d'hériter justement, de faire en fait, ce qu'on aimerait bien faire à la base, c'est avoir des objets, par exemple, de triangulation de données en Java, qui héritent de la cristallisation, qu'on puisse balader d'un cluster à l'autre pour pouvoir faire des opérations géométriques dessus. En fait, c'est ça qu'on aimerait bien faire. Et ça, ils n'ont pas fait à Geometry Factory, et nous, on n'a pas réussi à le faire. C'est ça, en fait, le petit truc qui manquerait pour commencer à faire du travail un peu plus propre que ce qu'on a fait. Un complément peut-être un peu technique, mais effectivement, ce problème de sérialisation, c'est bouger les données d'un endroit à l'autre, et le fait que la JVM, donc la Java Virtual Machine, qui fait ça, limite dans l'expressivité, en tout cas la manière le nombre de choses qu'on puisse faire. Ça peut changer dans le sens où il y a des solutions pour remplacer la JVM, par exemple, qui produit assez vite, développé par Oracle, etc., vers quelque chose comme la GraalVM. Alors Graal comme le sacré Graal, le cheval de tout. Alors pourquoi Graal? Parce que l'idée c'est d'unifier plein de langages autour de quelque chose qui ressemble à la JVM, où plusieurs langages pourraient parler en fait ensemble au sein d'un même endroit. Et donc on aurait beaucoup moins en fait ces problèmes de discussion entre langages et de structure de données justement qui ne sont pas interprétables d'un langage à un autre. Où là directement on pourrait parler un langage commun finalement du code. En fait. Donc c'est quelque chose qu'on commence à explorer. J'avoue que je dis, enfin voilà, c'est un super nom Graal, on a envie que ça marche, quoi. J'avoue que j'ai pas encore du tout de réponse sur les performances, sur ce que ça peut vraiment apporter, mais ça a l'air quelque chose qui peut résoudre ce genre de problème justement à l'avenir. C'est un produit qui sort d'Oracle, hein, donc des milliards qui sont injectés derrière, donc on peut espérer que ça peut nous aider un petit peu. Voilà, c'est un petit pour le futur. Merci. Alors, ça paraît un peu technique, mais c'est vraiment ces petits détails d'implémentation qui fait qu'on va peut-être passer 1 an ou 2 en plus à sortir un algorithme qu'une semaine. Donc, ça paraît un peu technique, mais pour nous, à la recherche, à la prod, c'est vraiment un casse-tête permanent. Donc, désolé de vous embêter avec ça, mais à la base, cette journée, en fait, c'était un peu pour ça. Hein, parler de JVM et de Cigale et de C++, mais voilà, c'est des problèmes concrets qu'on a et qui posent vraiment de gros problèmes lorsqu'on veut déployer des algorithmes ou faire du transfert de C++ sur la Scala. Est-ce que vous pouvez... Je sais pas si sur le chat, il y a d'autres questions. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fini. Il n'y a pas de questions, on va conclure. Ouais, on va conclure. Déjà, merci à tous d'être venus. Ça fait très, très plaisir. On ne pensait pas qu'il y allait y avoir autant de monde lorsqu'on a organisé cette journée. Puis, on a bien dépassé, mais en tout cas, la présentation était toute sympa. Merci encore à tous les intervenants, ceux qui sont venus de loin. Puis on a encore un peu de temps pour discuter tous ensemble sur ces problématiques. Nous aurions bien organisé ça. Et puis, c'est bon pour vous. Enfin, je pense qu'on peut conclure là. Merci beaucoup. Merci à vous.